Moi je vois une psychiatre depuis 20 ans. Non, je suis pas fou. Vous vivez avec vous-même et comment le monde vous vit et comment vous vivez avec le monde. Il y a des choses qui sont devenues moins tabous. Moi je trouve que les gens ont la parole plus libérée. Il y a des questions qui émergent aujourd'hui qui n'auraient jamais émergé il y a 30 ans, il y a 40 ans ou 50 ans. Le temps fait beaucoup sur la santé mentale. Déjà un bien-être, un équilibre personnel. peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge. Des gens livrés à eux-mêmes et sans soins. Ce sont des maladies invisibles, mais tout de même des maladies. Parce qu'on peut vite flancher. Je suis extrêmement anxieuse, potentiellement dépressive, mais c'est encore très très tabou. On arrive plus facilement à dire qu'on a souffert. Quand on se sent pas bien dans sa tête, on va plus facilement chez le psychologue. J'ai un ami qui a la maladie d'Alzheimer, donc on peut assimiler ça à la santé mentale. Les gens ont peur d'en parler. Une quarantaine d'années, quand vous disiez je vais chez le psychologue, on vous regardait comme si vous aviez un problème psychiatrique, quoi. Ouais, je suis légèrement bipolaire, quoi. Voilà. Donc avec des périodes down et des périodes up. Qu'est-ce que la santé mentale? Eh bien, c'est la santé mentale, c'est le fait d'être en bonne, enfin, de s'interroger sur son état mental en fait, hein, voilà, en quelque sorte, voilà, qui peut être bon ou entre bon et mauvais, il y a toute une infinité de possibilités. Ah oui, moi je suis quelqu'un qui fait depuis très longtemps des états, donc ce qu'on appelle, alors moi je vois une psychiatre depuis 20 ans. Et donc elle dit je suis, comment c'est le terme, pas complètement bipolaire, mais parce qu'il y a toute une gradation là-dedans, hein, je suis légèrement bipolaire, quoi, voilà. Donc avec des périodes down et des périodes up, voilà. Vous avez de la chance, je suis en up, tout va bien.
Donc je souris. Moi je trouve que les gens ont la parole plus libérée, oui. Maintenant la prise en charge, je sais pas, c'est toujours le problème du coût et le problème de la population. Je pense qu'il y a un gros besoin de prise en charge. Et les psychiatres, psychologues psychanalystes il n'y en a pas assez quoi en fait. C'est déjà un bien-être, un équilibre personnel principalement et puis je pense un équilibre de vie. C'est un sujet du quotidien qui me concerne dans mon travail. Puisqu'on rencontre des gens qui, par l'hospitalisation de courte ou de longue durée, ont besoin pas qu'on soigne des problèmes physiques, mais aussi des problèmes liés à la santé mentale. C'est quand même quelque chose qui est très compliqué sur l'établissement de l'hôpital. On connaît beaucoup de difficultés avec l'établissement aussi de santé pour les hospitalisations. Et puis c'est une prise en charge qui est quotidienne dans mon travail, mais aussi avec mon rôle de maman, puisque j'ai 3 enfants. On en parle beaucoup plus. C'est quelque chose qui arrive de toute manière dès le début d'une hospitalisation programmée ou alors aussi quand les gens passent par les urgences. On peut justement à travers une hospitalisation détecter un mal-être, un souci, faire intervenir les ensembles des personnels qui sont disponibles pour pouvoir les écouter et puis nous aussi être le début d'une oreille attentive et être le début de la prise en charge. J'ai un ami qui a la maladie d'Alzheimer, donc on peut assimiler ça à la santé mentale. Et c'est vrai, c'est dur. C'est dur, donc pour moi la santé mentale, c'est quand, d'après ce que j'en sais, c'est quand on perd ses repères, à la fois dans la société, dans sa famille et le reste. C'est une perte de repères, pour résumer, même si c'est approximatif. L'accompagnement me semble fondamental. C'est pas parce que quelqu'un est atteint d'une maladie mentale, au sens large, qu'il faut l'isoler ou qu'il faut pratiquement l'exclure de la société. Quoi. Une nette évolution, puisque je vous avais dit que ça fait 50 ans que je suis au Mans, et c'est vrai, je me rappelle très bien du Toc-de-Mazie derrière la gare, c'était l'hôpital des fous, c'était pas l'hôpital psychiatrique. Il y a une évolution à la fois au niveau des professions, la prise en charge. Malheureusement, c'est pas politique mon propos au sens politicien, malheureusement les moyens ne suivent pas, parce que tout en ayant été professeur à l'université, j'étais en même temps expert dans les hôpitaux, tout ce qui est aspect financier, etc. Et c'est vrai qu'on voit que les budgets déclinent on n'en parle pas assez. Mais on en parle nettement mieux qu'avant, de mon point de vue. Oui, mieux, et surtout la prise en charge, que les gens restent dans la société et non pas exclus de la société. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on constate. Mais je souligne qu'il y a nettement, c'est mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est indiscutable, pour moi. Il y a des choses qui sont devenues moins tabous. C'est vrai que maintenant, quand on ne se sent pas bien dans sa tête, on va plus facilement chez le psychologue. Il y a une 40aine d'années, quand vous disiez je vais chez le psychologue, on vous regardait comme si vous aviez un problème psychiatrique, quoi. On mélangeait un petit peu la psychiatrie avec la psychologie. Que maintenant, en fin de compte, c'est devenu assez banal, assez classique. Dire, je suis le psy, là-dessus, il y a une évolution positive. Les gens n'hésitent pas à aller consulter quand ça ne va pas. Et tout ce qui touche à la psychiatrie, aux maladies psychiatriques, au bien-être plus mental, quoi. Alors, une amélioration dans le sens où les gens en parlent plus facilement. On arrive plus facilement à dire qu'on a souffert de dépression, enfin d'état dépressif, qu'on est bipolaire, enfin on entend, moi j'entends les gens le dire plus facilement. Par contre, l'évolution dans la prise en charge, oui, ça j'ai vu, je le vois au quotidien de par mon métier. Manque total de prise en charge, donc des gens livrés à eux-mêmes et sans soins adaptés, sans prise en charge adaptée, quoi. Ça s'est estompé, je peux dire je pense que ça a disparu. Les gens, bien que, encore pour le constater, quand on parle à quelqu'un ce serait bien d'avoir un psy, certains ont encore la réflexion, je suis pas fou.
on entend encore. Mais quand même, je trouve que ça a quand même favorablement évolué. Ça, les gens arrivent à reconnaître qu'ils ne sont pas fous, mais c'est une maladie et que ça se soigne. Un équilibre à la fois intérieur et extérieur, c'est comment vous vivez avec vous-même, mais comment le monde vous vit et comment vous vivez avec le monde. Oui, ne serait-ce que dans mon milieu professionnel, l'école, la santé mentale des élèves devient une vraie question et on aborde vraiment les questions de base de la santé mentale, du bien-être de chacun et de tous à l'école. Il y a des questions qui émergent aujourd'hui qui n'auraient jamais émergé il y a 30 ans, il y a 40 ans ou 50 ans. Ah non, c'est général, c'est massif, c'est très très massif. C'est qu'il y a une évolution de la société qui est parfois pointe avec acuité des vrais problèmes de santé mentale dans la jeunesse ou dans le mal-être de la jeunesse. Et parfois, il y a quand même des petits excès de médicalisation autour de la jeunesse, etc. où les questions de santé mentale deviennent un refuge, je dirais, une sorte de sophistique, de nouvelle sophistique pour éviter d'aborder des vraies questions de l'individu et de la place de l'individu. Personne ne se posait la question du bien-être de l'élève, personne ne se posait la question du bien-être individuel, etc. C'était pas du marche ou crève, mais un petit peu plus dur comme société. Bonjour, je m'appelle Paula, je suis en L1 de LLCE anglais à la fac du Mans. Pour moi, la santé mentale, c'est le bien-être de soi-même avec ses pensées, être en harmonie, en accord avec soi-même. Pour moi, oui, c'est un sujet très important. Je sais que ça me touche énormément et que ça reste tabou. Il y a beaucoup de mesures mises en place, mais c'est pas pour autant que c'est bien, je sais pas le mot en français, mais widespread dans le monde. Pour moi, oui, c'est important parce que, encore une fois, avec le tabou, on n'en parle pas tous. Il y en a qui n'ont pas la pleine conscience de ce que ça peut être, ce que ça peut engendrer. Et c'est important de sensibiliser pour que les gens puissent se soutenir entre eux et mieux comprendre les autres. Je connais le dispositif aussi où on peut avoir 8 séances de psy gratuitement, qui est très utile d'ailleurs. Il y a la maison des ados, donc en vrai, c'est quand même déjà bien sensibilisé. Après, peut-être quelques cours sur la santé mentale, ça pourrait être plus utile, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas et que ça peut être assez intéressant quand même. Donc, Maël Paulin, j'ai 20 ans et je suis actuellement en L2 d'histoire, ici au Mans. Et puis j'habite à Château-Gontier, donc en Mayenne, pas loin. La santé mentale, c'est quelque chose en soi d'abstrait, comme disait Simon. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne suis pas familier avec. C'est vrai que j'en ai entendu parler que très récemment, je dirais fin lycée, et puis une fois arrivé à l'université. Et donc pour moi, pour venir sur ce qu'est la santé mentale pour moi, je dirais que c'est tout ce qui concerne l'équilibre. Déjà l'esprit, c'est être à l'aise donc, dans son corps,
intérieurement. Et donc après, la santé mentale, ça va être impacté par le physique, l'estime de soi-même, et le regard des autres également qui pèse sur soi-même et comment finalement on le reçoit, on le perçoit. Et, voilà. Et ça concerne aussi l'identité de l'individu. Personnellement, non. Enfin, en tout cas, je ne pense pas avoir de problèmes mentaux. En tout cas, je n'en ai pas la nécessité d'en parler. Maintenant, oui, forcément, je suis concerné puisque j'ai des personnes de l'entourage qui, eux, peuvent très bien avoir des problèmes voilà, qui les concernent. Et s'ils veulent en aborder, je suis toujours là pour en parler. Mais en tant que tel, pas si concerné que ça. En tout cas, pas personnellement. Je dirais que la santé mentale, elle est mieux prise en charge en ville. C'est peut-être un phénomène qui est exacerbé, je dirais, en ville. Par contre, en milieu rural, honnêtement, enfin, chez moi en Mayenne, j'en ai très peu entendu. Comme je vous l'ai dit, c'est à partir du lycée que j'en ai entendu parler. Même si aujourd'hui, ça se met de plus en plus en place. Mais je pense que finalement, les milieux ruraux, ils sont moins enclins finalement à en parler. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas les structures, les médecins qui font le suivi donc, pour la santé mentale. Et en revanche, en ville, je pense qu'il y a des mesures qui sont bonnes. En l'occurrence, on sait à qui s'adresser. Je veux dire, si on veut prendre rendez-vous ou voir vers qui s'adresser, on va à la maison de santé, par exemple, de l'université, et ils sont, je pense, très bien nous renseigner. Pour le milieu urbain, non. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Pour les milieux ruraux, il suffit d'aller dans les collèges, les lycées, aller très rapidement vers les jeunes, et voilà, pour les éduquer, en fait, parce que c'est comme ça qu'il y aura moins de tabous, qu'ils auront plus facilement, plus naturellement en fait, dans ces endroits. Mais ouais, derrière, il y a du tabou, je dirais, dans les milieux ruraux. Et c'est ça, en fait, ce qui pêche. Je dirais qu'on garde ça pour soi. On garde ça pour soi, et puis il y a beaucoup de mimétisme, peut-être. C'est-à-dire que, voilà, en campagne, on est peut-être un peu plus fier, et c'est vrai que c'est des problématiques dont on ne fait pas part, ou en tout cas très peu. Et finalement, on intègre ces valeurs petits, justement, avec ce regard, finalement, en copiant les adultes. Tout ce qui va être les troubles de l'anxiété, je dirais de la suranxiété, les dépressions. Et puis après, il y a tout ce que disait Jacques, par exemple, les maladies liées à l'oubli, donc Alzheimer, Parkinson, ces choses-là. Moi, je suis étudiant en licence d'anglais. Du coup, je suis en 2e année. J'ai commencé ça parce qu'au lycée, j'ai toujours eu des facilités en anglais et que j'avais besoin de trouver une voie à la fac. Et du coup, j'ai décidé de faire l'anglais. Au final, ça me plaît plus que ce que je pensais. Et finalement, la fac, ça me convient. Du coup, j'ai envie de continuer longtemps. Je ne sais pas vraiment quel métier je voudrais faire, mais dans l'anglais, en tous les cas, c'est soi-même, être en accord avec soi-même. Et il n'y a pas que... Parce que la plupart du temps, c'est la santé physique, mais c'est la santé mentale qui prime sur la santé physique. C'est la philosophie de soi-même, se comprendre comment les choses autour de nous fonctionnent et comment on peut se sentir bien ou mal vis-à-vis de celle-ci. Je pense que comme tout le monde, oui. Globalement, tout ce qui se passe dans le monde peut atteindre ma santé mentale, que ce soit sur des questions comme la politique ou même en introspection sur moi-même. Par exemple, moi, la transidentité, c'est un sujet assez compliqué, même si je m'y suis habitué au fur et à mesure du temps, mais dans 2024, il y a encore des gens qui sont réticents face à ça, où c'est difficile du jour au lendemain, on ne claque pas des doigts, on ne devient pas femme, on ne devient pas homme, donc c'est des sujets comme ça, mais même au-delà de ça, c'est plus les études qui me stressent dans la vie, savoir que j'ai 19 ans à peine et que je fais des choix qui vont déterminer les 30, 40 ans qui vont suivre, donc c'est assez compliqué, quoi. Ça va dépendre, parce que je pense que c'est surtout sensibiliser soi-même. Je vois par exemple, je suis quelqu'un, je fonctionne surtout j'aime bien aider les autres forcément et tout, mais quand quelqu'un va mal, je vais pas réussir à lui dire faut que tu ailles bien, faut que tu fasses ceci, cela. C'est plus de me dire que la personne lui donner les clés pour qu'elle aille mieux toute seule, plutôt que de me dire moi je vais te dire qu'il faut que tu fasses exactement comme ça, comme si. Et je me dis, c'est vrai que à l'école, au lycée, au collège, on a tendance à nous dire si vous n'allez pas bien, il faut que vous en parliez à un adulte. Mais pour moi, ce n'est pas la solution du tout la plus efficace. Le mieux, c'est surtout de se parler avec soi-même et de se dire j'ai besoin de comprendre ce qui, moi, m'aiderait à faire avancer, comment les choses pourraient avancer, et pas d'écouter les autres autour de moi et me dire après, je fais mon avis selon les autres. La jeunesse a souvent été délaissée, malheureusement, au détriment de politique, notamment pendant la Covid-19, on l'a bien vu, où les choix politiques ont plus été tournés
davantage vers les adultes que vers la jeunesse, laissant justement une ou deux générations dans l'oubli. Je dirais non, malheureusement, qu'il faudrait d'ailleurs mettre plus en lumière, notamment par peut-être des cellules, des ateliers dédiés justement à la psychologie ou peut-être pour accompagner les étudiants. Comme a dit mon collègue juste avant, on est plus concerné effectivement au collège, lycée, puisque l'enfant se structure à ces années-là, mais l'université, c'est aussi des années charnières où la psychologie compte tout autant que les cours et le projet professionnel. Peut-être au Mans, on peut avoir la Maison des ados qui propose justement des séances de psychologie où on est à même et libre d'y aller, de s'y rendre pour justement parler, évoquer des soucis personnels. Après, c'est souvent des maladies qu'on ne voit pas, que les gens peuvent cacher, dû au regard et à la peur des autres finalement. Alors bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis en première année de master Histoire, Civilisation, Patrimoine à l'Université du Mans et je suis juste étudiant, je ne suis pas pour l'instant impliqué dans d'autres actions. Alors moi j'ai suivi la formation PSSM de mon plein gré, ce n'est pas une formation que l'on m'a imposée. L'année dernière, au mois de juin, le centre de santé de l'Université du Mans a proposé de suivre cette formation. Donc j'ai décidé de la suivre, puisque pour moi c'est quelque chose de très important. Alors la formation PSSM, ça consiste sur 2 jours à étudier et à débloquer des clés pour aider des personnes en souffrance sur la santé mentale. Donc nous on est là pour venir en aide et diriger vers un personnel soignant. On n'est pas là pour poser un diagnostic, on est juste là pour accompagner les personnes en cas de besoin et juste pour les aider dans les premiers moments où ils ressentent cette souffrance. On est à peu près tous concernés par le sujet de la santé mentale, hein, que ce soit de près ou de loin, personnellement ou avec des connaissances qui ont eu des dépressions ou sont dans d'autres situations un peu plus difficiles ou pas sur certains sujets de santé mentale. Mais oui, je pense qu'on est à peu près tous concernés. Je pense qu'il y a un gros changement depuis quelques années. Moi, je sais qu'au collège, j'ai dû faire appel à certaines organisations comme la Maison des ados pour des raisons personnelles ou même pour aider d'autres personnes. On en parlait beaucoup moins il y a 6-7 ans. Maintenant, les dispositifs sont plus mis en avant, ils sont plus reconnus et je pense qu'il y a un peu un développement de la parole autour de la santé mentale et je pense que c'est important d'ouvrir la parole sur ce sujet-là qui, à mon goût, est très important. Ça m'a permis d'avoir une nouvelle approche sur la santé mentale. Notamment avec des clés comme ARE, donc c'est un sigle qu'on apprend dès les premiers instants de la formation et avec cette clé on apprend en fait avec différentes situations, hein, que ce soit des personnes atteintes de schizophrénie ou même d'addiction à l'alcool, au jeu, enfin beaucoup de sujets de santé mentale et avec cette clé là on apprend à venir en aide aux personnes et à les diriger vers des personnels soignants qui sont plus utiles et plus confirmés que nous pour les aider et pour les diagnostiquer s'il y a besoin. Donc oui, ça aide. Tout le monde devrait être formé à PSSM, comme au PSC1. C'est quelque chose qui est très important, puisque on est, à mon avis, tous concernés par la santé mentale, donc on devrait tous être formés et on devrait tous savoir au moins aider quelqu'un dans le sens où on devrait être tous en capacité à rediriger vers des personnels de santé ou même des services hein, comme le 15, 31, 14 ou même aider à se rediriger vers des plateformes comme le Psycom pour avoir plus d'informations sur la santé mentale.
répondre à la question. Aude Carrière, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes psychologue de formation. Vous dirigez Psycom, un organisme qui informe depuis plus de 30 ans et qui sensibilise sur la santé mentale. Vous dites qu'on a tort de distinguer de façon parfois très binaire le mal-être et les troubles psy, alors qu'il faut voir la santé mentale comme un grand continuum qui nous concerne toutes et tous. Je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai commencé à travailler pour l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de recherches en épidémiologie psychiatrique, en particulier une grande enquête qui a été faite en France et dans plusieurs pays francophones qui s'appelait la santé mentale en population générale, images et réalité, et qui explorait les représentations sociales de la folie, de la maladie mentale, de la dépression, des soins, etc. Alors, si on retourne au moment de la création de Psycom, en fait, il y a des origines assez intéressantes et qui nous font remonter jusque, je pense, c'était le début des années 90. Et à l'époque, Simone Veil était ministre de la Santé. Il y a eu une petite période où Simone Veil était ministre de la Santé et elle avait commandé en fait un rapport sur la communication et la psychiatrie. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait un psychiatre qui était assez populaire, qui s'appelait Édouard Zarifian, et qui avait écrit beaucoup de livres grand public sur la psychiatrie. À l'époque, on ne parlait pas de santé mentale, en fait, sur la psychiatrie. Un livre qui s'appelait Les jardiniers de la folie, par exemple, et il était très médiatique. Et il avait convaincu, je pense, la ministre de dire qu'il fallait faire quelque chose. Enfin, lui, il était convaincu, en fait, qu'il fallait beaucoup plus parler de psychiatrie, changer les mentalités autour de ça, parce qu'il y avait du tabou, de la peur, etc. Et donc, il y a eu cette mission qui a été commandée par Simone Veil. Il y a eu tout un tas de professionnels qui ont réfléchi et qui ont rendu un rapport à Simone Veil qui préconisait la création d'une agence d'information sur la psychiatrie pour informer la population. Donc je m'occupais de la maison des usagers, donc créer tout ça, recruter des associations de patients, etc. Et parallèlement, j'ai pris la responsabilité de Psycom, donc un organisme qui était d'information et de communication sur la santé mentale. Enfin, à l'époque, c'était un organisme parisien de communication sur la psychiatrie. Voilà. Et ça a évolué au fil des années. Et voilà, si on doit chercher un fil rouge dans mon parcours, en fait, c'est vraiment la question de la lutte contre la stigmatisation, faire évoluer les idées reçues par rapport à la santé mentale, la psychiatrie, et agir pour renforcer, promouvoir les droits des personnes soignées, et en particulier le droit à l'information. Donc Psycom, c'est un organisme national d'information sur la santé mentale. On a 3 missions principales, c'est d'informer, d'orienter et de sensibiliser. Donc concernant la partie information, nous ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on propose, on rédige des contenus d'information fiables, accessibles et indépendantes. Donc fiables parce qu'on a des méthodes de construction de nos supports d'information, de vérification des faits basés sur des données sourcées, probantes quand elles existent. Accessibles parce qu'on fait un gros travail de vulgarisation. Et puis indépendante parce qu'on est financé que par des fonds publics. Donc on n'a aucun lien d'intérêt avec des industries de santé comme les firmes pharmaceutiques ou des startups qui produisent par exemple des applications de santé mentale, etc. Donc ça fait qu'on n'a rien à vendre en fait. Donc on donne une information la plus large possible, la plus objective possible, pour que les personnes puissent après prendre les décisions pour elles-mêmes, par elles-mêmes. Démocratie en santé, c'est... je ne vous donnerai pas la définition précise, et, voilà, parce que ça a évolué. On parlait de démocratie sanitaire, après démocratie en santé. Je pense qu'on l'appréhende de manière complètement différente en fonction du champ dans lequel on évolue, si on est plutôt dans le somatique ou en psychiatrie, et surtout de quel angle on parle, si on est un institutionnel, si on est un professionnel de santé, ou si on est un patient, un proche ou une asso militante. Moi, tel que je me suis approprié ce concept-là, en fait, cette notion, c'était suite à la loi de 2002, droit des patients, loi Kouchner, qui... l'idée, c'était de se dire qu'en fait, encore une fois, les patients, qui sont les objets et les sujets de soins,
ne sont pas que des objets de soins et ont des droits. Et notamment l'un des droits, c'est d'être informé et de participer. La santé mentale est universelle, on a tous et toutes une santé mentale qui bouge tout le temps, donc il y a une idée de mouvement dans la santé mentale. Ma santé mentale d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier et ne sera pas la même demain, donc cette notion de mouvement. Et il y a aussi une notion de singularité qui est essentielle dans la santé mentale. C'est moi, la façon dont je réagis aujourd'hui à un événement de vie compliqué n'est pas la même que la vôtre, n'est pas la même que ma collègue, etc. Donc cette notion de singularité. Et le dernier message clé qu'on fait passer au psychom, c'est la notion de systémie. Notre façon de répondre aux événements, elle dépend beaucoup des ressources et des obstacles qui sont construits par le système. Donc effectivement, il y a cette notion de systémie qu'on fait passer. Donc ça, c'est un développement de connaissances. Donc ces messages clés qu'on passe à travers nos outils, notamment à travers le cosmos mental que vous avez peut-être déjà mentionné. Et ensuite, il y a un développement de compétences. C'est vraiment deux niveaux qui sont différents. Et le développement de compétences, ça va permettre à chacun de prendre mieux soin de sa santé mentale. Je comprends quels sont les mouvements dans ma propre santé mentale, qu'est-ce qui l'influence. Je prends du recul par rapport à ça et j'observe quel est l'état de mon cosmos mental, quel est le thermostat de ma santé mentale. Et quand j'arrive à prendre soin de moi, je peux aussi, si j'en fais le choix, prendre soin des autres. Il y a une chose qui est très frappante par rapport à ce qui se passait. Je suis arrivée par exemple à la rédaction de l'Express, c'était en 2002, donc c'était il y a 20 ans. Et quand j'ai commencé à travailler sur la santé mentale, à ce moment-là, il n'y avait aucune personne qui était concernée par un trouble psy et qui témoignait dans les médias. En fait, c'était vraiment très difficile d'obtenir des témoignages à visage découvert, ça n'arrivait jamais. Et des témoignages sous couvert d'anonymat, ça arrivait, mais c'était quand même très très rare. C'était exceptionnel. Et aujourd'hui, il y a même des personnalités connues, des artistes, des chanteurs ou des chanteuses qui témoignent de leur trouble psy. Donc on a vraiment changé d'époque de ce point de vue. Et donc l'année dernière, on a eu cette confrontation d'autres réseaux sociaux comme TikTok qui montaient beaucoup. Et on se demandait, est-ce qu'on doit se lancer sur le format vertical? Qu'est-ce qu'on en pense? Où est notre place? Et c'est pour ça qu'après une étude de tout ce qui se passait, tout ce qu'il pouvait y avoir, des inconvénients, des avantages, notamment pour le public à recevoir ce type d'informations sur ces réseaux sociaux, on s'est dit qu'en fait, pour nous, il était important d'être présent sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir justement contrer les fausses informations qu'on peut trouver, les mauvais messages, et pour apporter de l'information fiable. En tant que ressources publiques, on trouvait que c'était dans notre mission justement pour que les gens sur ces réseaux sociaux-là puissent aussi trouver de l'information. Et ça nous permet, nous aussi, d'être plus présents, notamment avec la cible des jeunes. On sait que les jeunes on sait que les jeunes ont beaucoup de souffrances psychiques. Il y a beaucoup de souffrances, de solitude. Il y a notamment une dernière étude de Santé publique France les chiffres pas besoin de plus quand on lit les chiffres. Vous savez, tout n'est pas rose, donc on peut avoir des accidents de la vie, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois. Après, tout dépend des gens, quoi. Il y a des gens qui sont plus optimistes que d'autres, donc qui s'en sortent mieux. Et puis, il y a des gens qui sont toujours moroses. C'est dans leur habitude, c'est leur mode de vie. Bon. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, voilà. On essaye de rester optimiste. Et de voir la vie le plus positivement possible. Et vous savez que les animaux, ils font beaucoup. Hein. Je pense que la présence d'animaux, ça aide. Ça aide beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils avaient un petit chat, un petit chien chez eux, ce serait beaucoup mieux parce qu'en arrivant, ça leur donnerait un peu de gaieté, quoi.